Avec beaucoup de plaisir que je vous présente, que j'ai le bonheur de vous présenter Dr. Félix Pajot, qui est un interniste gériatre et chercheur en éthique médicale reconnu. Diplômé en médecine de l'Université de Montréal en 2012, il a complété une maîtrise en philosophie avec une spécialisation en éthique appliquée en 2019. Le docteur Pajot occupe plusieurs postes de recherche importants, notamment au Centre d'excellence en vieillissement de Québec et au VITAM, Centre de recherche en santé durable. Il est membre actif du regroupement québécois de recherche sur le vieillissement et du réseau québécois de recherche en soins palliatifs et fin de vie. Ses domaines d'études sont la fin de vie, la dignité, l'autonomie, l'aide médicale à mourir et la robotique en gériatrie. C'est un réel plaisir de l'accueillir parmi nous aujourd'hui. Félix, le plancher est à toi. Merci Guillaume. Donc, c'est toujours un petit peu intimidant comme médecin de rencontrer des ingénieurs. Je me rappelle de mes cours de physique au cégep, c'était pas ma grande force, mais je me rappelle de certaines lois de la physique, là, mais... Ils sont pas si brillants. Non, c'est ça. Bon, excellent. Bon, c'est bon. Je me sens déjà un peu plus confortable. Donc, j'ai certaines affiliations par rapport à la présentation, surtout des affiliations de recherche, des financements que j'ai reçus. Puis j'ai participé à des conférences pour Amgen, là, qui est une compagnie pharmaceutique, mais rien en lien directement avec la présentation d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, avec vous, énoncer les enjeux éthiques liés à l'intégration des technologies en robotique et dans les soins aux personnes âgées. Expliquer comment on peut concilier l'innovation avec le respect de la dignité et l'autonomie des personnes en milieu de vie. Puis ensuite, alimenter votre réflexion. Puis ça va être ça l'idée aujourd'hui, de quand même vous laisser parler. Parce qu'en éthique, on a un concept qui s'appelle le courage éthique. Vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais c'est de prendre la parole quand on trouve quelque chose qui n'a pas de bon sens ou quelque chose qui nous heurte dans nos valeurs. Donc, l'idée, c'est d'alimenter vos réflexions avec différents enjeux humains, sociétaux, cliniques dans l'innovation. Il y a peut-être certaines choses qui vont être du connu dessus. Il y a d'autres choses qui vont peut-être heurter un petit peu plus vos valeurs, surtout ceux qui sont en ingénierie. Donc, n'hésitez pas. La discussion éthique, c'est ça. Il faut prendre la parole de façon respectueuse, mais toujours avec un certain courage. Donc, inquiétez-vous pas, je suis habitué avec la philo, on est habitué de se chicaner, donc il n'y a pas de problème avec toujours de la verve. Et ça m'amène tout de suite au pré-test, pour tester un peu ce que vous savez et peut-être déjà stimuler votre réflexion au niveau éthique. Donc, c'est un vrai ou faux, là, je ne vous demanderai pas de répondre ou de lever la main, mais peut-être dans votre tête, puis les gens en ligne aussi, parce qu'on va refaire le même test à la fin, un post-test. Donc, on a un pré-test et un post-test. D'abord, les robots vont remplacer complètement les humains dans les soins gériatriques d'ici 2050. Vrai ou faux? Donc, OK. Je me serais attendu à un vrai de la part de gens d'ingénierie, mais OK. C'est bon. Non, c'est ça, hein? Vous avez un esprit critique par rapport à votre domaine. OK, c'est bon. Excellent. Vrai ou faux, les robots sociaux d'assistance posent des risques éthiques insurmontables en gériatrie et ne devraient jamais être utilisés? OK. C'est vrai que ça va peut-être un peu à l'encontre de vos travaux. La recherche en robotique devrait automatiquement exclure les aînés vulnérables atteints de troubles neurocognitifs majeurs. Là. On va utiliser TNCM pour le reste. La présentation, faux. OK, parfait. On va voir dans quelles conditions peut-être c'est possible. La dignité humaine guide les décisions en éthique de la robotique, particulièrement lorsque les troubles neurocognitifs majeurs. On le souhaite, peut-être, oui. On dit que c'est vrai ici, en ligne. Peut-être que des gens trouvent que c'est faux. C'est peut-être pas le principe qui doit guider à réfléchir. Puis la justice doit être tenue en compte dans la recherche en robotique. Ou vous dites que ce n'est pas votre domaine, c'est plus le droit qui s'occupe de ça, moins la recherche, surtout pas en robotique. OK, à garder en tête. Je vous présente d'abord une situation clinique. J'en ai 3 aujourd'hui, puis j'aimerais ça que vous réagissiez, si vous voulez, les gens en présentiel ou en ligne, vous pouvez utiliser le chat. L'éthique aussi, ça se déploie dans le dialogue, la discussion, dans le mouvement aussi, donc n'hésitez pas à réagir. Rapidement, c'est M. Tremblay qui vit seul à domicile. Ses enfants vivent dans une ville à plus de 500 km, donc assez loin. Il pense aller habiter en RPA pour avoir des contacts avec d'autres aînés. Il se dit, bon, ça va, le contact social, puis tout ça, mais il ne veut pas vieillir trop vite en habitant dans une place de vieux, dans ces endroits-là. Il dit, ça va le faire vieillir, prendre un coup de vieux. Il aime parfois être seul aussi. Donc, il est très ambivalent, il veut pas. Il vous demande votre opinion, surtout les gens qui sont professionnels de la santé dans la salle. Est-ce qu'un robot d'accompagnement avec une maison intelligente
serait intéressante. On peut peut-être se projeter un peu dans l'avenir. Je sais que c'est encore en développement, mais disons dans 15-20 ans, il vous dirait ça, là, j'ai vu un commercial, là, j'ai vu une pub à la télé, puis j'aimerais ça, là, ça a l'air vraiment super. Donc, peut-être, je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ça dans la salle, ici ou en ligne. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous dites, ah oui, c'est une bonne idée, je suis en train d'en développer, puis ou vous êtes en train de développer des technologies vous-même pour quand vous allez être vieux ou vieille. OK. Donc, la question, c'est est-ce que le monsieur va avoir un vieux robot ou ça répond vraiment à ses besoins? Donc, on est vraiment dans la bienfaisance, est-ce qu'on veut son bien, on ne veut pas créer du tort. La question d'autonomie, est-ce qu'il comprend bien, il est bien accompagné, effectivement? Oui, en commentaire. Oui, parfait. Oui, je le vois pas. Ah, ben oui, Mélanie Levasseur. OK, bon. Allez-y, en ligne. Ben, moi, je peux y aller. Mélanie Caron, mais je travaille pour Mélanie Levasseur, puis on est en train d'essayer de développer un robot comme ça. Qu'est-ce que nos recherches donnent, c'est que ça remplace quand même pas les interactions en personne avec les personnes. Donc, je suggérais, oui, peut-être un robot, mais il donnait aussi présenter des services communautaires pour qu'ils puissent avoir de la participation avec d'autres gens. Donc, en ajout, en soutien. Puis sur quoi vous vous basez, si je pousse un peu la réflexion au niveau éthique, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est peut-être pas idéal ou que ça remplace pas? Qu'est-ce que ça remplace pas? Je dirais que ma réflexion vient des focus group qu'on a fait en éthique, en recherche en robotique, avec des cliniciens. Avec des cliniciens. Donc, c'est plus les cliniciens que les personnes âgées elles-mêmes? C'est ça que vous... En ce moment, oui, je pense. OK. Mais peut-être que Mélanie peut rajouter. OK, intéressant. Fait que c'est plus ma gang à moi en gériatrie qui disent on veut pas des robots parce qu'on est meilleur qu'eux, si je comprends bien, mais OK, intéressant. Fait qu'on voit qu'il y a quand même une question de non-malfaisance, bienfaisance aussi, là, si on revient à certains principes éthiques de base. Puis dans le soin, la relation humaine, dans le relationnel, le robot est intéressant, mais il ne remplace pas, surtout dans une éthique peut-être plus du soin, l'éthique du cœur, que vous avez peut-être déjà entendu parler, mais OK. Donc, surtout des cliniciens pour l'instant, les inquiétudes. Deuxième situation, Madame Saint-Amand appelle constamment des enfants, ses enfants et l'infirmière de la RPA depuis qu'elle a développé un trouble neurocognitif majeur. Donc, elle habitait en résidence. Là, elle commence à appeler ses proches sans arrêt. Puis ça fait à peu près 2 ans qu'elle développe des troubles cognitifs, mais ça s'empire. Avant, c'était une fois par semaine. Elle s'est fait voler ou elle s'inquiète, elle se demande où les enfants sont passés. Là, c'est rendu tous les jours, même plusieurs fois par jour, elle appelle ses enfants et ou l'infirmière. Donc, la première personne qui répond ou qui ne répond pas. Ses enfants insistent pour installer un robot conversationnel. Ils ont vu passer ça sur Facebook, là, puis ils se disent ah oui, un robot, on pourrait mettre ça, elle pourrait avoir arrêté de nous appeler, elle est assez achalante. Là, ils ne disent pas exactement comme ça, mais ça finit par vouloir dire ça. La RPA dit non. Là, c'est un bris de confidentialité, on ne sait pas. Nous, on a un devoir de protection de nos résidents. Le CLSC qui vient faire des soins, on va se faire poursuivre, on ne veut pas mettre ça. Bon, madame, elle ne comprend pas vraiment, c'est quoi les risques, les bénéfices. Elle semble plus ou moins apte à décider. Est-ce que vous pensez qu'un robot conversationnel ou un robot d'assistance pourrait aider? Qu'en pensez-vous? Oui, tout le monde veut mettre un robot conversationnel, cette madame-là. Oui, Guillaume? Je peux me permettre, je trouve que c'est intéressant. Cela étant dit, d'avoir la perspective du RPA est bien. Les raisons qui sont données que tu as avancées, je pense qu'elles ne sont pas les bonnes, par contre. OK. Donc, il y a d'autres raisons qui peuvent les amener à ça, c'est pas le bon. Dans ce contexte-là, je pense qu'il faut prendre l'avis de tout le monde. Mais voilà, je pense que les raisons que tu as avancées, peut-être pas de semblent les meilleures. Excellent. Fait que, si je répète pour les gens en ligne, là, on pense que le téléphone ou un robot, la justification de la RPA n'est pas nécessairement la meilleure de questions de sécurité ou de se protéger légalement, l'espèce de protectionnisme qu'on peut attendre de certaines institutions. La question de la confidentialité, vie privée pourrait peut-être être organisée on pourrait organiser la technologie pour que ça soit quand même respecté. Donc, on est prêt à mettre un téléphone en discutant avec la résidence ici. Tout le monde est assez enthousiasmé par un téléphone ou un chatbot, je comprends. En ligne, il y avait une réaction. Oui, il y a 2 réactions en ligne. Je ne sais pas, Anne-Marie, si tu veux compléter. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui.
Oui. Oui, parfait. Ben, c'est sûr que si on me pose la question, mais ça dépend là, des enjeux pour la cliente, parce que si elle est en mesure d'appeler pour obtenir de l'aide alors qu'elle demeure seule dans sa chambre en RPA, ben, il ne faut pas lui la priver là, d'une aide, d'une assistance qu'elle peut rejoindre avec un vrai téléphone aussi. Là. Donc, il faut s'assurer de ne pas créer un risque pour sa sécurité. Il faut qu'elle puisse appeler de l'aide aussi. Là. Donc, on ne coupe pas nécessairement son téléphone, ce que je comprends, qui pourrait être pour réflexe. Là. Donc, aucun téléphone ni robot, juste on augmente l'aide, puis le robot, on n'est pas certain, là, ce que je comprends. Peut-être, là, mais il faut quand même donner accès à Faut... d'autres choses. Ouais, puis tu sais, est-ce qu'elle va être en mesure de faire la distinction entre les deux téléphones pour pouvoir appeler de l'aide quand elle va en avoir de besoin versus appeler avec le robot? Donc, je sais pas jusqu'où va cette technologie-là. OK. Donc, un robot assez intelligent pour différencier. Il y a peut-être l'autre action en ligne, puis il y a une dernière action aussi qu'on va Oui. prendre. Mélanie, est-ce que tu veux y aller? Oui, ben, selon les écrits que j'ai lus, les téléphones ont l'air bien parce que c'est quelque chose qui est connu des personnes avec un trouble neurocognitif. Ils savent comment l'utiliser. Mais par contre, les robots, il y a certaines études qui démontrent que les personnes aînés avec des troubles neurocognitifs ont des fois peur des robots. Ils savent pas c'est quoi que je pense qu'on devrait rechercher un petit peu plus avant de voir sa réaction, avant de peut-être voir si ça serait utile. Puis au niveau des bris de confidentialité, un des enjeux éthiques aussi, c'est si le robot est partagé avec d'autres gens, c'est qu'est-ce que lui va répéter à d'autres aussi, que c'est à penser aussi. Est-ce que c'est un robot juste pour elle ou est-ce qu'il va être utilisé par tous les gens dans la résidence? C'est tout. Ouais, c'est un bon point, effectivement. Là. Je ne sais pas si vous connaissez le film Mean Girl, là, mais en tout cas, dans les résidences, il y a un peu de ça aussi, là, à les tables avec les clics, puis les gens qui se chicanent, puis là, tel a dit ça, tel a dit ça, elle, je veux pas qu'elle soit à ma table, je veux pas qu'elle soit à ma table. Donc, ça pourrait, est-ce que le robot pourrait embarquer dans des chicanes, un peu comme on voit au secondaire, là, mais on voit ça dans les RPA. Fait qu'on vient des fois, c'est ça, l'humain étant l'être humain, l'humain, on peut voir ça. Fait qu'est-ce que le robot viendrait causer plus de tort, finalement, puis augmenter un certain isolement? Et encore plus quand il y a des atteintes cognitives. Là. Souvent, les gens qui ont des troubles cognitifs en résidence sont stigmatisés par les autres résidents résidentes qui n'ont pas nécessairement. C'est ça. C'est pour ça que je fais le lien avec Mean Girl. En tout cas, c'est un film des années 2000. Là, mais fait que c'est ça. Puis qui a été refait récemment. Là, mais bon, puis peut-être une réaction. De prononce. Je pense qu'il y a un potentiel, mais ce qui me fatigue, c'est que la personne ne comprend pas. Mm. Fait que je pense que la décision, ça va être avec un prétexte avec cette personne-là pour voir aussi justement comment ça peut fonctionner avec cette personne-là. Puis je pense pas que c'est aux autres autour à décider. Intéressant. Fait qu'on revient un peu à ce qu'on disait pour la première visite, la question du souci, sollicitude, du soin adapté, de vérifier. Donc, on est beaucoup dans des dynamiques d'éthique du care. Là. Quand on mentionne ces 4 éléments-là, vous allez voir plus loin. Mais il y a aussi la question de l'autonomie, la dignité, protection de la personne, de sa valeur. Est-ce qu'on l'objectivise ou est-ce qu'on la soutient vraiment? Est-ce qu'on, dans le fond, on veut juste se débarrasser d'elle en y mettant quelque chose? Puis nous, on peut faire le reste. C'est vraiment elle qui est au centre du soin ou là, on la met vraiment au centre, puis on la demande, puis on teste. Bon point exactement. Dernière situation, Monsieur Forêt est très avancé dans son trouble neurocognitif majeur. Il vient en CHSLD et reçoit peu de visites. Il crie sans arrêt, selon le personnel. Dès qu'une personne entre dans sa chambre et chante un air connu, il se calme. Un robot pourrait l'aider, demande la médecin en charge du dossier. Donc moi, je viens vous voir, là, vous, ou une de mes collègues vient voir, vous dites, ah, j'ai besoin d'un robot, là, monsieur, arrête pas de crier. Puis elle a entendu parler d'un de vos projets de recherche en lien avec des robots conversationnels ou des robots d'assistance. Donc, vous avez pensé exclure d'abord les personnes qui étaient inaptes, puis lui est sous mandat de protection. Donc, est-ce qu'un mandat de protection, est-ce que son attitude en recherche fait qu'il ne pourrait pas participer à vos projets? Puis ça serait quoi les étapes à suivre pour l'inclure si jamais vous voulez amender votre projet au niveau. Bon, on est plus dans l'éthique de la recherche ici, là, mais vous l'incluez pas, vous dites non, désolé, les INAP, on ne touche pas à ça. Puis vous aviez répondu vrai au fait qu'on n'inclut pas les personnes avec TNC dans les études. Dans mon pré-test. Oui, on a une réaction ici. Moins, il va falloir s'en venir à ce que tu sais, Karina, tout à l'heure, pour s'assurer dans un processus d'une exposition qui est
tolérer et qui, parce qu'il y a peut-être d'autres, on disait à l'oreille, mais il y a d'autres stratégies que le robot pour créer un bruit de fond qu'il peut pouvoir avoir. Fait que le robot n'est pas toujours la seule et unique solution pour recréer en fait le sentiment de. Il y a du bruit autour, de la télé, de la radio, de la musique. Fait que j'ai l'impression qu'on pourrait l'inclure, mais il faudrait qu'on arrive des étapes de validation de la personne, comment elle réagit dans ça, puis ça se pourrait qu'elle réagisse un jour bien, un jour mal. Intéressant. Fait qu'on est encore un peu dans ça, le souci, dans le soin, la sollicitude, puis aussi le risque de solutionnisme technologique, là, de dire, ah, il y a un problème, on va trouver une technologie. Alors, il y a peut-être déjà des choses qui existent qui ne sont pas technologiques, qui peuvent faire le soin. Est-ce que c'est un accompagnement? Donc, faire attention au solutionnisme technologique ici. Puis, effectivement, dans les processus d'inclure, ben là, on parle de tout ce qui est l'énoncé politique des 3 conseils 2, là, avec toutes les notions d'inclure des patients participants inaptes à la recherche, là. Puis, bon, les risques minimaux, etc., là, que vous connaissez probablement avoir été en contact avec des comités d'éthique de la recherche. Donc, ce qui m'amène à moi, mes travaux. On va parler un peu de moi aujourd'hui, mais je vais essayer de pas trop m'étendre, là. Vous avez déjà beaucoup d'éléments que vous avez mentionnés. Donc, moi, d'où je viens, bien, mon parcours, j'ai commencé en médecine. C'est sûr, en médecine, on est beaucoup plus dans la recherche quantitative, l'épidémiologie, les sciences fondamentales. On touche quand même aux sciences sociales, on est en contact avec d'autres professionnels. Puis, il y a un côté quand même marketing, là, je ne vous cache pas, genre de service à la clientèle dans la médecine. Donc, la médecine s'adapte aux besoins de la société, mais aussi à ce qui est important pour la société, là. On est quand même en service à la clientèle au quotidien, même si on est dans un système public. Il y a quand même beaucoup cette relation-là client-professionnel qui est toujours un peu là dans nos interactions. La médecine interne, c'est la médecine des problèmes complexes ou des problèmes simples avec des traitements complexes. Puis finalement, je me suis orienté vers la gériatrie où là, on est vraiment dans des soins aux personnes âgées vulnérables. Donc les personnes non fragiles, les personnes qui ne sont pas vulnérables, c'est moi dans notre clientèle. À moins qu'il y ait des maladies compliquées, avec des traitements compliqués, mais souvent, ils vont être un peu fragiles quand même. Puis on verra pour ce qui est de la fragilité, ce que c'est. Bon, j'ai fait une maîtrise en philo, donc là, je me suis complètement réorienté vers un domaine plus qualitatif, les sciences sociales, la gérontologie, philosophie éthique. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même 2 chapeaux. Puis, bon, ma formation en éthique à Chicago, puis ma formation complémentaire en Suisse. Donc, puis là, ben, récemment, j'ai eu mon clinicien chercheur, ben, cette semaine, mon clinicien boursier chercheur, chercheur boursier. Merci. Donc, c'est ça. Si jamais, c'est parce qu'on a parlé aussi de potentielle collaboration. Là, je vous mets ça si jamais il y a des choses qui vous allument. Mes premières réflexions en lien avec les robots ont commencé en philo avec Marie-Hélène Parizeau, qui est une chercheure en bioéthique, professeure en philo. Déjà, on voyait à l'époque, quand j'ai commencé, ça veut dire en 2000, ma maîtrise en 2016, il y avait déjà des enjeux. Donc, il y a presque 10 ans, au niveau du vieillissement de la population, vous connaissez, les femmes sont entrées sur le marché du travail, ce qui est une bonne chose, mais les hommes aussi sont restés, donc tout le monde travaille et c'est valorisé. Donc, ça fait que les femmes avant, qui traditionnellement restaient à la maison, s'occupaient des personnes âgées, puis leurs enfants, ben, ça fait que là, ils sont plus sur le marché du travail, puis les hommes n'ont pas arrêté de travailler pour prendre leur place à la maison, ce qui aurait pu être séparé équitablement, mais finalement, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais pas beaucoup de gens qui s'occupent nécessairement des personnes âgées à domicile. Puis c'est quelque chose qui a été noté par plusieurs auteurs là, en éthique à l'époque. Dans la première recherche que j'avais faite, il y avait déjà un hype, là, ce que vous connaissez, donc un peu le solutionnisme technologique dont on parle. Il y a une nouvelle technologie, là c'est l'IA, avant c'était les robots, mais l'IA dans les robots maintenant, vous le savez, là, c'est bien, c'est financé, le gouvernement met de l'argent. Montréal est une plaque tournante, Sherbrooke, vous avez quand même de la recherche beaucoup aussi. Donc tout ce hype-là fait que des fois, on survalorise des choses qui peut-être ne sont pas nécessairement les bonnes solutions. Puis la question du transhumanisme est toujours un peu en filigrane de comment on dépasse notre condition humaine. Comment, comme être humain, par la recherche, la science, on peut devenir immortel. Les gens en gérosciences, je pense ici. Comment on peut devenir plus intelligent avec les puces de Elon Musk là, branchées sur le cerveau. Comment est-ce qu'on peut devenir avec toutes sortes de prothèses, au-delà de la médecine de réadaptation, la médecine d'amélioration, puis les performances aussi en sport. Donc, toute la robotique vient aussi dans cette lignée-là. Puis en gériatrie, bien, il y a plusieurs troubles qui peuvent être, que vous connaissez, donc troubles de mobilité, chute, troubles cognitifs, isolement social. Puis la démence est perçue comme terrible. Même le mot démence, on ne l'utilise plus parce que c'était trop terrible, trop tabou. Je l'ai mis ici par exprès, là, parce que trouble neurocognitif majeur est le terme qu'on utilise, mais démence à l'époque était, puis avant on parlait même de sénilité.
Fait que vous voyez comment des termes qui sont très neutres initialement et médicaux deviennent tranquillement des termes péjoratifs associés à la population qu'on voit. Donc, il y a tout ça en trame de fond, puis l'approche aidance qui est exténuante avec les gens qui sont tirailleurs entre le travail qui est valorisé, puis leur tâche à domicile. Puis comme je vous dis, ça n'a pas nécessairement, on ne peut pas dire que c'est la faute que les femmes sont sur le marché, c'est peut-être plus le déséquilibre entre les forces qui n'ont pas eu lieu, finalement. Mes premières réflexions, c'est sûr qu'il y avait quand même plusieurs avantages qu'on notait, la sécurité, l'autonomie, les relations sociales. Surtout, les gens disaient on va mettre des prothèses, les gens vont se déplacer voir leurs enfants ou des fauteuils roulants adaptés qui vont se déplacer, qui vont déplacer les gens à mobilité réduite. Puis on disait, il y a aussi les masques d'empathie dans les robots, peuvent reproduire certains, maintenant décodés avec l'IA. On disait à l'époque, c'est bon parce que les gens qui n'ont pas de contact, les robots vont comme les apprendre à être empathiques, à être fins, puis ça va aider leur relation sociale. Je vois des gens hésiter, ceux qui les développent surtout, mais c'est un peu ça qui était mis de l'avant. Mais il y a des risques, évidemment, pour la vie privée, un isolement dans la bulle sociale, dans une bulle technologique, je veux dire. Puis on le voit avec la COVID particulièrement, que c'est un risque là, quand on met beaucoup d'isolement. Les gens deviennent encore plus faibles au niveau cognitif, au niveau mobilité, au niveau force physique. Puis la question de l'affabilité, l'adaptabilité aussi dans le trouble cognitif, qui est une maladie neurodégénérative ou évolutive. Donc, il faut qu'il y ait. C'est pas une programmation initiale qui va marcher tout le long de la maladie. Il va falloir que ça s'adapte. Puis on n'était pas rendu à l'époque. Puis les coûts aussi qui étaient assez exorbitants à l'époque. Comme je dis, il y a 10 ans, peut-être ça peut tout s'améliorer. Mais là, on revient à l'idée des aspects sociaux. Parce que tout ce que je vous ai mentionné comme risque-bénéfice, on peut se dire, on va faire des meilleurs robots, on va faire de la recherche, on va mieux les programmer, on va faire une meilleure adaptation. Puis tout ça, ça va être du passé. Parce que la recherche s'améliore, on progresse. Mais là, c'est la question des aspects sociaux, parce qu'on parle beaucoup de robots sociaux, robots conversationnels. La L'extraction a poursuivi avec une équipe en Suisse. Là, je vous présente les livres, mais vous avez les références aussi à la fin. Là, en philo, on marche beaucoup par livres, aussi par articles scientifiques, mais c'est beaucoup dans les livres qu'on présente nos réflexions. Puis on revient à l'éthique du cœur. Quand je vous parlais tout à l'heure, John Tronto, qui est une philosophe américaine, a parlé de 4 moments dans l'éthique du cœur, puis remet en place l'idée que oui, il faut être rationnel en éthique, réfléchir à la situation, mais aussi utiliser nos émotions. On est des êtres qui ont à la fois la capacité de s'émouvoir, d'être empathiques et la capacité de raison, puis il faut utiliser ces deux forces-là pour prendre la meilleure décision. Donc, il faut se soucier, d'abord dire, OK, il y a un problème, est-ce que je peux m'en charger, m'en occuper? Donc, vous, comme chercheurs ou gens qui sont dans les technologies ou dans les soins, planifier une solution, soigner, donc vraiment appliquer le soin ou la technologie, puis ensuite vérifier, donc revenir. Est-ce que c'est vraiment, on a fait la bonne affaire, la bonne chose? Puis là, effectivement, la recherche peut nous aider dans une recherche combinée sciences sociales, sciences pures et sciences plus d'ingénierie, si on veut, pour avoir cette capacité-là de consulter les personnes pour lesquelles les technologies s'appliquent. Donc, dans l'éthique du care, puis vous l'avez mentionné un peu de façon spontanée, ce qui est quand même intéressant. C'est des principes souvent qui sont mis de l'avant, mais théorisé par les gens, mais ce n'est pas des inventions, c'est surtout de mettre en structure plus claire ce qu'on a un peu comme intuition éthique. Le social aussi, là, si on revient aux robots, pourquoi les robots, moi je les dis sociaux, mais pas sociaux en soi, c'est d'abord, ça remonte à Aristote, là, à l'Antiquité, où il parlait que l'être humain est un animal social. On ne peut pas vivre sans nos congénères. Quelqu'un qui est complètement coupé de la société en ermite est soit un surhomme ou un sous-homme, selon la théorie d'Aristote. Puis on peut rentrer sous-humain. C'est sûr que c'était un petit peu moins féministe à l'époque antique. Mais si on l'adapte à notre vocabulaire aujourd'hui, on parlerait de personnes humaines qui ne peut pas nécessairement s'épanouir. Soit qu'il faut qu'elle ait des caractéristiques presque divines pour être capable de s'extirper de la société, ou inversement, on est vraiment dans un contexte plus animalier. Donc, il y avait Aristote qui mentionnait ça, puis plus récemment, Léon Bourgeois qui mentionnait à quel point on a besoin des autres, puis il parle que la société est construite de plus de gens décédés que de gens vivants, au sens que toute la recherche, les connaissances qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend à l'université, tout ça, c'est des gens qui, la plupart, sont décédés aujourd'hui. Mais ça veut dire que nos connaissances sociales dépendent beaucoup de ceux qui nous entourent. Puis même dans les chaînes d'approvisionnement, on l'a vu avec la COVID, là, puis ça met vraiment ça en exergue qu'on ne peut pas vivre sans les chaînes d'approvisionnement. Vous n'êtes pas fermé, fermière, vous ne faites pas pousser vos légumes chez vous. On essaie, il y a un petit mouvement de retour à la terre, mais s'alimenter avec ce qu'on fait pousser. Après ça, être amené à l'épicerie, vous allez, l'essence, tout ça, on le voit, les chaînes d'approvisionnement, c'est tout intégré. Donc, il y a une solidarité qu'il faut reconnaître aussi. Est-ce que les robots peuvent faire partie de ça? C'est ça la question ici. Il y a 4 moments que moi j'ai désignés comme sociaux là, dans cet ouvrage-là. Il y a
d'abord, on est des bébés qu'on est soignés. On devient tranquillement indépendant. Puis là, on parle d'une plus une moyenne que vraiment tout être humain. Mais il y a une certaine forme d'indépendance qui se crée. On devient autonome. Puis ensuite, on peut aider les autres par souci, par solidarité. Est-ce qu'on peut créer le même parallèle avec les robots? Puis ça peut être intéressant si les gens dans la salle qui les développent, vous pensez qu'un robot peut devenir social à ce sens fort-là, mais il faut d'abord le créer, donc un peu comme un jeune enfant, un bébé. Il faut le programmer, donc l'éduquer. En même temps, avec l'apprentissage, on parle d'apprentissage profond, de réseaux neuronaux. Donc les métaphores sont là aussi pour représenter l'être humain au travers de ce qu'on fait. Puis il faut l'entraîner avec des données massives, puis l'autonomiser, idéalement. Donc, on pourrait dire qu'un robot peut effectivement devenir comme un être humain social, mais il n'y a pas vraiment de retour affectif. Là, c'est quand on rentre dans le côté affectif, empathique du soin. Est-ce que le robot se soucie de vous? Est-ce que le robot prend soin de vous parce qu'il se sent une solidarité, parce que vous l'avez créé, ou c'est juste sa programmation automatique? Est-ce que c'est une image miroir, en fait, des réactions qui vous renvoient? Il y a une absence d'affection, d'émotion propre pour l'instant. Il y a certaines personnes qui défendent la possibilité d'avoir une affectivité au robot, mais là, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement d'écueil et de créer un être humain synthétique, finalement, social? Donc là, on est vraiment dans la philosophie assez profonde. J'entends presque une mouche voler ici. Avez-vous des réactions, Bien, c'est sûr que ça peut venir plus tard, une réflexion, réaction, mais... Donc, c'est un risque quand même si on va dans cette ligne-là du solutionnisme technologique. Oui? Oui. Julie, pouvez-vous parler, s'il vous plaît? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, parfait, merci. Pour moi, soigner, c'est un acte humain, justement parce que moi, je crois beaucoup à la philosophie de l'humanitude où on entre en relation par le regard, la parole et le toucher. C'est comme ça qu'on entre en lien avec les autres. Et pour moi, un robot, ça restera toujours une fantaisie d'amitié, une fantaisie d'amour ou même sexuelle. On sait que ça existe, mais ça ne pourra pas remplacer un être humain, malheureusement. Ça peut aider à surveiller dans les soins pour certaines surveillances technologiques, mais pour le reste, il faut faire attention de ne pas rentrer dans la fantaisie. Oui, c'est ça. Ben, j'aime ce que vous dites, mais ouais, c'est ça. Vous dites on ne pourra pas devenir humain, malheureusement, mais moi, je pense que c'est heureusement, là, dans un certain sens. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, sauf sur la partie du malheur. Je pense on est plutôt heureux que les robots ne deviennent pas sociaux. À mon sens, ça, c'est une des critiques, peut-être du terme même social, de robot social, là, qu'on voit moins. Là, on parle plus de robots d'assistance maintenant, robots conversationnels, pour vraiment parler de la fonction, mais attention avec ce terme-là. Puis il y a aussi le risque, par rapport à la dignité, de déculpabiliser si on isole la personne dans une bulle technologique en disant, bon, puis Sharkey, Sparrow parlaient dans leurs articles que Don't worry about Granny, the robot is taking care of her. C'est Inquiète-toi pas, là, le robot s'occupe de grand-maman. Si je traduis librement. C'est un peu un des titres de leurs articles. Donc, ça nous rappelle justement l'élément de dignité. Beaucoup théorisé par Kant, théorisé par plusieurs auteurs, mais particulièrement par Kant, puis Thomas de Kooning à l'Université Laval, qui est un philosophe là, qui est décédé, mais professeur de philo qui avait la dignité comme thème de recherche principal, mentionne que la dignité humaine, c'est la valeur qu'on attribue à une personne humaine comme une fin en soi, pas un moyen. Donc, le lien que je préfère, c'est ce que je vous ai dit un peu plus tôt, c'est qu'une personne, on ne dit pas, OK, il faut s'occuper de grand-maman, elle est tannante, c'est un problème qu'il faut régler, donc le moyen, c'est le robot. Donc, la madame qui est là avec son robot, c'est un problème, c'est pas une personne dont on s'occupe, dont il faut prendre soin, comme une personne digne en soi, mais juste un autre problème à régler dans notre société, comme une fin en soi, comme un moyen finalement. Ça crée un problème, il faut régler le problème. Au lieu de dire c'est une personne humaine qui a besoin de soutien. C'est une perspective plus philosophique, mais ça a quand même des impacts au quotidien quand on parle de ça, ou cette personne-là, ou cette personne-là avec une démence, ou cette personne-là en CHSLD, dont on veut plus ou moins s'occuper parce que c'est un problème finalement. Puis on parle beaucoup des personnes âgées, particulièrement en ce moment quand on parle de tsunami gris, là. Donc, tu sais, le terme tsunami gris, les semences, puis je suis le premier à l'utiliser dans mes demandes de financement parce que ça flash, là. C'est-à-dire, il y a un tsunami gris, il faut vite faire de la recherche. On est un peu responsable de ça comme chercheur, malheureusement, parce qu'on veut, bon, que notre projet passe, là, on est en compétition. Mais il y a un risque aussi de
de parler de tsunami gris, de vieillissement de la population, d'inversement de la population, de la pyramide des âges, en disant ben, c'est un problème qu'il faut régler par la recherche et la science. Pour dire, il y a des problèmes associés au vieillissement, mais il y a aussi des avantages, il y a de la connaissance, des savoirs, de la sagesse pratique qu'on peut acquérir seulement avec le vieillissement. Puis il y a certaines fonctions comme le langage, vous le savez, là, ceux qui sont en neurosciences, qui s'améliorent avec le vieillissement. Donc, il y a toutes sortes de choses, la résilience aussi. Par rapport à la pandémie, les personnes âgées étaient beaucoup plus résilientes que les jeunes. Donc, il y a quand même des richesses. Fait que c'est toujours un peu ça le risque en sciences, en recherche, en ingénierie, en technologie, surtout avec les robots, dire, bon, il y a un problème, il faut le régler. Mais le problème, c'est des gens, en fait. C'est des personnes qui ont besoin de soins. Ce n'est pas des problèmes, c'est des gens humains qui ont besoin de soins. Donc, j'insiste un peu là-dessus, mais c'est aussi dans notre article, parce que la dignité a plusieurs aspects. Il y a la dignité qui est plus humaine, dont on vient de parler, et la dignité plus subjective, comment les gens voient leurs valeurs. Avec l'aide médicale à mourir, on en entend souvent parler, dire « Ah, si je suis comme ça ne vaut pas la peine, j'ai plus de dignité. » Donc, les gens qui évaluent eux-mêmes leur dignité, ça ne vaut plus la peine de vivre comme ça. Puis la dignité de bienséance, ou de dire « Ah, je me sens pas bien d'avoir des incontinences, j'ai une certaine fierté. » Donc, on est plus dans la fierté, qui est aussi importante, mais peut-être moins essentielle. Mais les robots pourraient avoir un rôle dans cette idée-là de la gêne, finalement, de cette fierté de certaines personnes pour les aider justement à reconnaître qu'ils ont une valeur, mais qu'il y a des choses qui les gênent. Donc, on peut mettre des robots pour les aider peut-être dans certaines dynamiques. Donc, ça, c'est l'article qu'on avait publié avec l'équipe en Suisse sur cette notion-là de différents types de dignité. Peut-être dans certains cas, effectivement, quand les gens disent « Ah, c'est indigne d'avoir des soins en CHSLD », bien, toi, tu es digne, tu as une valeur, il faut s'occuper de toi, mais en même temps, c'est vrai que ça peut être gênant, puis atteindre à notre fierté de se faire laver, des incontinences répétées. Donc, le robot pourrait aider. Donc, un peu une réponse mitoyenne, si vous voulez. On reconnaît la plainte de perte de dignité, mais en même temps, on encourage la reconnaissance de la valeur humaine. On a fait 2 revues systématiques, une revue, mais avec 2 revues. Là, la première en 2023 qui mappait les enjeux éthiques là, avec l'équipe en Suisse. Puis, évidemment, des enjeux dont vous avez parlé plus tôt, la question de vie privée ressort. Il faut que ce soit un choix, il faut que ce soit réfléchi, il faut qu'il y ait la régulation autour de tout ça. La relation humaine contre artificielle est aussi importante, là, de faire attention de ne pas remplacer la relation humaine, mais de l'accompagner, de l'aider, de soutenir l'être humain dans le soin à d'autres êtres humains par solidarité, par société humaine, donc les principes dont je parlais un peu plus tôt. L'autonomie fonctionnelle aussi, il faut faire attention de ne pas infantiliser, respecter la personne âgée, au sens où on pense souvent, certaines programmations qui peuvent être bienveillantes, mais infantilisantes. Donc, il faut faire attention même dans la façon de programmer les robots, la façon de répondre, le ton, le langage utilisé. C'est pas parce qu'on a un langage simple qu'il faut que ce soit un langage enfantin. Puis, les neuroscientifiques dans la pièce le savent, il y a quand même une différence entre un cerveau enfant en développement puis un cerveau adulte en dégénérescence, là. Donc, toute l'expérience antérieure acquise a quand même des impacts, la mémoire ancienne, tandis que l'enfant est en train de créer ses souvenirs, en train de se développer. Puis le jeu de l'enfant, l'exemple, par exemple, c'est la poupée, mais Paro était beaucoup ressorti, là, le robot Fuck, de dire « Ah, mais là, on infantilise. » Mais en fait, l'enfant va jouer pour apprendre à interagir, la personne âgée va utiliser pour se rassurer. Donc, on n'est pas dans le même genre d'utilisation ou même vision. Donc, il ne faut pas dire « Ah, la personne retourne en enfance, on met un robot comme un enfant », parce qu'il n'est pas exactement la même situation. Donc, le relationnel est important, la responsabilité aussi des proches professionnels, des concepteurs. La question de l'âgisme, c'est une association, les données massives, on le sait, là, il y a beaucoup de stigmas dans les données utilisées. Si vous faites une recherche personne âgée sur Google, vous allez voir, ou n'importe quel moteur de recherche, vous allez voir c'est quoi la personne âgée typique. Souvent, c'est une personne blanche, d'à peu près de 80 ans, les cheveux blancs, des fois avec des fauteuils roulants, des fois des cannes. Donc, on suppose tout de suite un handicap, on suppose tout de suite la couleur des cheveux, la couleur de la peau. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas représentés dans les banques de données, il faut faire attention. Puis, il y a d'autres enjeux, dont la confiance aussi qui peut être minée. Ça, ici, on est plus dans les enjeux généraux, là, je passe vite, mais vous les connaissez probablement pour faire ceux qui font de la recherche en robotique, mais la question de l'utilisabilité, l'acceptabilité, l'acceptation sociale. Puis souvent, l'éthique passe un peu en filigrane, l'acceptation sociale. C'est un peu ça que quand les gens leurs valeurs sont heurtées, ils n'acceptent pas l'utilisation des robots. Donc ça peut être aussi une vision là, que l'éthique peut aider à accepter les robots, les coûts, l'augmentation de l'isolement, puis d'autres enjeux. On a un livre plus récemment avec un groupe de la Suisse, mais un groupe international qu'on a publié sur les robots and gadgets. Là. On est en train de voir si on le traduit en français bientôt. Mais c'est ça, là, les grands enjeux étaient ressortis. Surtout, ça m'a permis d'avancer la réflexion. Je vous le mets ici, là, mais il y a beaucoup d'éléments dont on a déjà parlé.
Donc, en bref, là, ma perspective de mes premières recherches, c'est que c'est un outil d'aide utile pour les tâches domestiques, certains soins d'hygiène, pour la communication, possiblement pour le divertissement et surtout aider les proches, mais toujours en gardant en tête de ne pas concevoir la personne comme un problème, mais plutôt quelqu'un qu'on doit soutenir. Les robots, pour l'instant, en tout cas, peut-être les gens dans la salle qui en conçoivent pourront dire, mais ils ne sont pas en réelle relation, ils ne sont pas réellement sociales au sens fort du terme, mais plutôt en soutien, assistance conversationnelle ou autre dans des fonctions, mais pas dans une société humaine comme telle. Puis comme on dit en ligne, malheureusement, mais je pense heureusement, là, j'insiste encore, mais heureusement, puis je pense que c'est pas la personne en ligne ne croyait pas que c'était malheureux, mais c'est quand même au niveau du langage, ça parle beaucoup. C'est heureux que les robots ne soient pas sociaux. C'est ça que je veux insister là-dessus. Puis introduire progressivement, aussi en les surveillant, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, mais dans l'éthique du care, de mettre, essayer, vérifier, communiquer, aller chercher. Puis, c'est pas des sondages ou des sondes sur le robot qui vont nous informer. Oui, en partie, c'est ou le cortisol qui monte, ou s'il y a des mesures biologiques, il y a des mesures. Puis là, je prêche pour ma paroisse un petit peu, mais les sciences sociales peuvent être très utiles à ce moment-là, d'aller chercher l'expérience précise de la personne dans le développement. Mais on peut évidemment penser aux EEG, on peut penser au cortisol. Je suis quand même médecin, donc je connais toutes les mesures biologiques. Je vous ai parlé de mon parcours, mais on peut utiliser toutes sortes de mesures biologiques vraiment nécessaires, des mesures technologiques aussi, avec la reconnaissance faciale, les émotions, mais il ne faut pas oublier les aspects sociaux, puis la discussion, le dialogue, la relation aussi, même dans la recherche. Donc, c'est ça. Puis, il faut éviter d'utiliser l'aîné comme un objet, puis de manipuler les soignants, évidemment. Puis, plus récemment, c'est le dernier document là, que je vous présente un petit peu théorique. Après, on pourra avoir d'autres discussions un peu sur les collaborations, mais finalement, là, bon, il y a un document du Comité national d'éthique sur le vieillissement dont j'ai fait partie, là, c'était comme la fin de mon mandat, qui ont produit un document sur les enjeux. Puis ils sont très critiques. Là, il n'y avait pas, je pense, d'ingénieur sur le comité, mais ça pourrait susciter votre réflexion. Tu sais, il décrivait les technologies, les gérants technologies. Déjà, il disait qu'il y a un problème d'appeler quelque chose gérant technologie parce que déjà, on dit que c'est pour les vieux. Puis là, ben, on dit déjà que c'est un peu âgiste. Puis c'est pour les personnes âgées. Mais eux, on dit, bon, toute technologie d'information de communication, les NTIC, là, qu'ils appelaient dans leurs documents, pour personnes âgées. Puis c'est sûr qu'il y a plusieurs écueils déjà qui mentionnaient au niveau environnemental, au niveau du marché qui est quand même lucratif. Donc, il y a peut-être une pression des industries de dire, ah oui, oui, c'est bon, alimenter le hype, le solutionnisme technologique, puis d'utiliser des données sensibles et confidentielles. Vous savez, là, c'est le nouvel or, je ne sais plus comment on l'appelle, l'or digital, là, les données massives. Là. On a eu l'or comme tel, l'or noir, puis là, on est plus dans l'or, le charbon, le pétrole, puis maintenant, on est vraiment dans l'or digital. Là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là, puis qui en profite réellement? Il y a un développement en ce moment qui est plutôt effréné à cause de l'appât du gain industriel. Donc, à faire toujours attention. Il y a un risque de fracture technologique, numérique. Il y a un stress aussi qui peut être engendré par la technologie, la surutilisation de la technologie. Certaines discriminations aussi envers les gens qui ont des troubles neurocognitifs. C'est des gens qui se randomisent très mal, là, les personnes âgées fragiles. Donc, ils sont souvent exclus des grandes études randomisées parce que des fois, ils ont hypertension, cholestérol, diabète, troubles cognitifs, chute, troubles de mobilité, AVC. Souvent, on dit, bon, ça devient un petit peu trop confondant, on ne pourra pas faire une bonne étude randomisée contrôlée, puis des méta-analyses. Donc, c'est souvent des gens qui sont même pas représentés dans les études. Ils peuvent s'adapter aux technos, mais en fait, ça devrait plutôt être les technos qui s'adaptent à eux. Mais des fois, on se dit, ah, il faut que vous compreniez. Puis là, c'est ça. Il y a eu même pendant la pandémie, sur les médias sociaux, il y a beaucoup le hashtag OKBoomers. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais tu sais, la question de OK, boomer, tu ne sais pas comment utiliser ton téléphone, quand le téléphone devrait être en soutien, pas une béquille finalement, ou quelque chose auquel on s'adapte. Donc, il y a quand même un âgisme, puis un jeunisme, là, une valorisation. Ah, les jeunes sont bons, ils savent comment utiliser Internet, puis téléphone, puis les applications. Mais en fait, c'est ça, c'est la capacité d'adaptation ne devrait pas être, parce qu'elle est beaucoup orientée sur les jeunes. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment bons ou c'est juste designé pour eux, finalement? Puis entretien aussi, soutien. Donc, il y avait certains enjeux du prix d'anthropomorphisme, on en a parlé en ligne, là, justement la question du fétichisme des robots, l'anthropomorphisme, puis de fausse empathie. On a l'impression que le robot nous comprend avec ChatGPT. Maintenant, vous l'avez promové. Il y a des cas même assez graves là, de suicide aux États-Unis. C'est des cas, disons, sentinelles. C'est pas une marée, mais il y a quand même des inquiétudes à ce niveau-là parce que tu as l'impression qu'il est empathique puis qu'il est un bon thérapeute, mais finalement, il pousse à faire des choses assez terribles, le chatbot, parfois, donc à risque.
Puis récemment, l'OBIA aussi a rementionné là, dans leur document auquel j'ai participé la question de l'âge, auquel faire attention, puis la question de l'érosion cognitive, de trop aider par une technologie, ben, le cerveau commence à moins avoir d'entraînement puis à perdre finalement certaines capacités. Surtout avec les chatbots, on le voit de plus en plus. Là. Je les utilise, là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais les utiliser, mais c'est toujours une question d'être conscient en éthique. Ce n'est pas dire oui ou non, c'est dire qu'on connaît les risques, on connaît les bénéfices et de faire attention. Donc, si on revient sur les situations cliniques, ce serait à vous par rapport à tout ce que j'ai dit pas mal d'affaires, vous allez avoir accès au PowerPoint puis aux références, mais comment vous voyez la situation clinique maintenant? Donc, je vous rappelle, là, c'est M. Tremblay là, qui vit à domicile loin de ses enfants, qui veut aller en RPA, mais il n'est pas sûr, puis il veut un robot, conversationnel ou social. Après tout ce que je vous ai dit, est-ce que votre perspective a changé ou ça s'est durci? Peu importe la forme qu'elle prend, Oui, intéressant. Fait que oui, le robot n'est pas un être social. Pour l'instant, il est en soutien, est un outil. Mais il n'est pas encore humain. Mais est-ce qu'il devrait devenir humain? Je pose la question. Peut-être certains d'entre vous ont envie d'avoir un humain synthétique de silicone. La soft robotique. Je ne ferai pas la blague plus loin que ça, mais ouais, c'est ça. Donc, sans vouloir identifier personne, mais il y a peut-être, c'est ça, la notion de vouloir créer. C'est ça. La question du robot humain ou de l'être humain synthétique, finalement, là, qui se pose ici. Mais bon, pour l'instant, vous avez l'air de ne pas trop vouloir faire ça. Je suis quand même rassuré de mon côté éthique, mais c'est rassurant. Du côté de la situation clinique numéro 2, donc Mme Saint-Amand là, qui appelle constamment ses enfants. Qu'est-ce que vous en pensez à ce moment-ci par rapport à ce qu'on a dit, les différents enjeux? Puis pas juste ce que vous en pensez, mais pourquoi vous pensez ça. C'est surtout ça qui est important en éthique. Là. Pas tellement ce que vous pensez, mais pourquoi vous pensez ça, puis qu'est-ce qui justifie votre réflexion? J'ai une réaction peut-être oui. C'est voulu, oui. Fait qu'elle appelle tout le temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Et là, d'emblée, l'intention derrière est très problématique. Oui, c'est ça, c'est pas intégré dans un plan de soins global. C'est l'air d'avoir vouloir une réaction. Ah, ouais. Ah, OK. C'est ça, je voyais réagir tantôt. Là. Ce n'est pas un cas qui m'a été présenté, mais c'est un cas typique quand même. OK. Ouais, un peu trop. Un peu trop. Fait que c'est ça aussi, il y a un côté émotif, puis on est être humain. Là, je veux dire, l'irritabilité, l'irritation de ces cas-là est quand même important, puis surtout dans le contexte où on a moins de ressources financières, moins de ressources humaines. On peut être tenté de voir ça comme un problème plutôt qu'un plan de soins à établir pour un soin général de la personne. C'est ça. J'ai envie peut-être d'ajouter, tu nommais tout à l'heure, Félix, l'idée de si les robots peuvent être utilisés. Je sais pas si t'en as pour longtemps. Non, non. C'est juste à moi qui ai mis le voix, c'est ça. Les autres, elle a pas porté le micro. Hein? Je le prends pas personnel, c'est bon. J'allais dire, tout à l'heure, tu disais que non, plutôt qu'un jouet, le robot peut être utilisé pour rassurer. Donc, de ce côté-là, je trouve que ça peut être intéressant. L'accroche ici, c'est elle se sent seule. Et ça, je pense que c'est pas la bonne solution à ce problème-là. Oui, c'est ça, comme un outil peut-être en plus, mais pas juste ça, dans un plan plus intégré, global. Effectivement. Oui. Bien, je me disais, parce que les collègues viennent dire qu'il y a quelqu'un qui appelle au centre de façon insistante, mais on va lui mettre un robot. Pour le reconnaître que la fille est tannée, puis elle ne sait plus quoi faire aussi. Il ne faut pas essayer de dire, ben, vous savez, elle peut le comprendre qu'elle a un trouble neurocognitif, mais dans la vie quotidienne, là, elle doit pas être en mesure de gérer ça. Donc, on sent la TS ici. Oui, c'est ça, mais... Je suis tout à fait d'accord. En fait, ça me permet de développer un peu plus, mais effectivement, dans l'éthique du care, c'est pas l'éthique du soin de la personne, puis on oublie. Tous les autres sont en dévotion, puis s'oublient dans la relation. Là. On est tous des êtres humains en interaction, en relation. Vous, comme moi, dans le fond, c'est de reconnaître, dans la compassion, c'est la compassion de la personne qu'on soigne, mais on n'est pas des surhumains, les soignants, les chercheurs,
On est des gens, oui, qui ont atteint certains niveaux académiques, donc on a certaines capacités cognitives, mais il faut quand même reconnaître qu'on est humain, puis être auto-compassionnel, finalement, de reconnaître cette irritabilité-là, puis cette colère-là qu'on peut vivre ou cette fatigue-là qu'on peut vivre. Donc, c'est important dans le care, c'est aussi une perspective sociale. Donc, Jeanne Toronto a parlé d'une politique du care. Donc, c'est vraiment l'ensemble. Donc, éthique et politique, là, c'est à mécher les deux. Puis c'est vraiment une perspective de santé publique même, de voir cette interrelation, solidarité. Donc, s'il y a une personne qui en souffre, les autres devraient se mobiliser pour la soutenir. Là, je ne veux pas vous pointer, mais c'est ça. Dans une relation de soins, c'est tous et chacun ensemble. C'est pas une personne au centre puis tout le monde dévoue leur vie à en perdre la santé physique et mentale, là. Ce qu'on voit beaucoup trop souvent dans les soins, effectivement. Oui. Oui. Oui, Benoît, allez-y. Oui, je continuerai un peu sur ce que Nathalie disait, puis je passerai, si c'est possible, au troisième, justement, là, le troisième cas, qui crie sans arrêt. Moi, ça me semble un cas là, où probablement ou possiblement ils vont prescrire un antipsychotique. J'ai eu l'occasion là, dans les dernières années de travailler à des projets de déprescription et des antipsychotiques en CHSLD. Puis, une des choses qu'on faisait là, que les cliniciens faisaient là, quand ils voulaient déprescrire, c'est mettre en place des approches non pharmacologiques, souvent ciblées à un moment de la journée où il y avait plus d'agitation. Un cas là, qui nous avait été rapporté très intéressant, c'était une personne, surtout à l'heure du repas le soir. Et puis, la solution, c'était la famille a préparé un diaporama qui roulait en boucle, on s'entend, mais c'était quand même des images significatives pour elle. Et à ce moment-là de la journée, quand elle regardait le diaporama, ben, il était plus calme, là. Donc, les robots, à mon avis, sont peut-être une occasion ou une certaine forme là, d'assistance technologique pour pallier à des moments très, très précis. Mais tout le plan de soin avait quand même été fait, là. Il y avait reconnaissance de ce moment précis et de ce qui était significatif pour cette personne-là, qui était quand même TNC majeur. Ben, super, merci. Oui, intéressant. Mais en fait, c'est ça l'idée des équipes en soutien au SCPD. C'est sûr que toutes les équipes, normalement en gériatrie, ont une certaine formation de base là, en traitement au soutien du SCPD. Puis dans les lignes directrices, première étape, c'est enlever tout ce qui peut causer le SCPD. Deuxième étape, l'approche non pharmaco. Puis dernière étape, effectivement, pharmaco. Là. Les robots, on verra dans les lignes directrices où ils peuvent être. Là, mais effectivement, là, pour l'instant, on les met peut-être plus en soutien, la non pharmaco, peut-être après pharmaco, en tout cas, ça à voir. Mais effectivement, ça reste un champ de la recherche qui reste à développer, où mettre le robot, à quel moment dans le SCPD, effectivement. C'est ça, on parlait, Guillaume, de la douleur, c'est aussi la gestion de la douleur, qui est souvent un problème, là, parce que les gens sont non-verbaux ou peu verbaux, ils ont une grande atteinte du langage. Effectivement. Donc, toute la question de quand mettre le robot, c'est ça, puis une bonne approche adaptée, puis les équipes de soutien SCPD. Puis de rajouter à leur arsenal peut-être effectivement des robots conversationnels et autres. Donc, rapidement, mes travaux actuels, là, pour les minutes qui restent. Donc, on a un laboratoire vivant financé récemment par la FRQ. C'est un écosystème d'à peu près 75 membres à Québec. La principale thématique, c'est la qualité des soins et l'épanouissement humain. Donc, on est vraiment dans une approche subjective, psychologique, éthique vivante, là. Donc, c'est faire des meilleurs soins, mais au sens éthique, pas au sens avoir des meilleurs marqueurs pour le benchmarking gouvernemental qui font déjà très bien et beaucoup. Mais on va ajouter, on est complémentaire à leur approche, disons ça comme ça. Donc, nos sous-thématiques, sous-thèmes sont l'IA, l'approche aidance, l'aide médicale à mourir, les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Puis il y a deux axes transversaux qui sont l'éthique clinique et organisationnelle, puis le transfert de connaissances. Donc, un peu ce que je fais aujourd'hui avec vous, là, fait partie d'une des choses qu'on fait. Donc, nos projets, bien, on travaille avec un Scribe IA au Suisse Capital National, Amical IA. Donc, Scribe, c'est un transcript automatique par une intelligence artificielle d'une interview médicale là, en note médicale ou professionnelle, d'autres professionnels mais il y a des enjeux éthiques avec ça, notamment le jugement professionnel qui peut être affecté par les hallucinations du scribe. Amical IA AI, là, qui est au NIOB, on a un projet Envisage. Là, moi, je suis plus en conseiller externe. On analyse tous les enjeux éthiques que ça soulève, que quelqu'un avec un trouble cognitif décroche puis raconte toutes sortes de choses à un chatbot. Vous pouvez vous imaginer toutes les choses que la personne peut raconter qui sont soit des délires ou qui sont la réalité, puis comment les partager, puis l'éthique, la vie privée dans tout ça. La réalité virtuelle avec la musique, Martine Bordelot qui était postdoc ici avec Guillaume, là, mais
avec Julia Chabot, là, qui a fait un documentaire récemment avec France Baudouin là, sur la musique en CHSLD. Puis la réflexion sur les chatbots avec Thomas Tanou, plus la réflexion éthique, là, la suite de ce que je vous ai présenté. Mais si on peut développer des lignes directrices ou des choses comme ça avec Thomas, qui est gériatre avec son équipe à l'UGMM. Puis éventuellement faire des travaux, voir si nos guidelines s'appliquent, puis tout ça. Donc, des travaux en mes souhaits, là. Ben, c'est sûr qu'il y a des enjeux de recrutement, de collaboration, de co-création dans les laboratoires vivants qui sont toujours à garder en tête, puis des enjeux plus spécifiques au CNEV, mais si jamais on collabore, on pourra en discuter plus avant. Puis garder en tête la question de l'aptitude, là, je passe vite, mais c'est des questions d'aptitude à la recherche, puis des questions d'éthique de santé planétaire, la question de justice, à qui ça va profiter, l'économie numérique, le non-malfaisance, l'impact sur les écosystèmes, le réchauffement climatique, puis à réfléchir évidemment dans tous les projets. Puis il y a déjà des collaborations potentielles, là, dont le robot avec François Michaud, aussi, on a commencé en discussion. J'ai vu qu'il y avait Domus qui sont venus à l'école un événement à l'IDEA quand on a présenté le livre sur les robots et gadgets là, avec Nathalie Bière, là, mais l'équipe de Domus ici. Puis si vous aviez des idées, je vous laisserai. Puis il y a des maillages aussi avec Julie Castonguay de Drummondville, avec José QTR, Nathalie Bière, LDM, potentiel. Donc c'est toutes des suggestions là, de potentielles collaborations. Donc ça, vous étiez quand même bon tantôt, ça je ne referai pas, mais effectivement, on était pas mal dans tout du faux, vrai, là, dépendamment, mais effectivement, le premier, on est remplacé complètement, ça c'est faux. Les robots d'assistance posent des risques éthiques insurmontables, ça c'est faux. La recherche devrait exclure, c'est faux aussi. La dignité humaine guide, oui. Puis la justice, oui, c'est vrai. Donc, voilà. Merci beaucoup. Un grand merci pour cette belle présentation. Je vois le temps qui file. On peut peut-être prendre 5 minutes, ceux qui le veulent encore, mais surtout, je prends le temps de préciser que Félix est avec nous pour l'après-midi. Si vous avez envie de prendre quelques minutes avec lui pour échanger, n'hésitez pas, écrivez-moi, écrivez à Catherine. Si vous ne connaissez pas mon courriel pour ça à distance, même à distance, on peut prévoir des Teams, n'hésitez pas. Alors voilà, peut-être 5 minutes s'il y a des questions brûlantes, des choses que vous voulez encore mentionner. Et je répète, n'hésitez pas à me contacter. C'est super. J'espère que je ne vous ai pas découragé avec l'éthique. Non, pas du tout. Merci beaucoup pour la présentation. C'était super intéressant. Il y a beaucoup de choses. J'avais l'impression, on parle de robots conversationnels, de cette technologie-là, mais il y a beaucoup des éléments nommés qui s'appliquent aussi à l'intelligence artificielle. Puis là, hier, c'est drôle, j'avais une conversation avec des amis sur la série IA, mon amour, qui présente des cas spécifiques où l'intelligence artificielle ou peut-être la technologie peut parfois pallier dans des contextes très spécifiques et que ces personnes-là ont quand même conscience d'eux. Mais on dirait que ça vient quand même heurter les valeurs de dire, OK, mais là, c'est pas un humain. Fait que même si ça répond, je me demande tout le temps comment on va faire. C'est un continuum parce qu'on dit vrai, faux, mais c'est toujours un oui. C'est jamais. Fait que j'aimerais ça vous entendre sur cette perspective parce que l'IA est intégrée aujourd'hui à nos robots. Fait que. Oui, ben c'est sûr que l'éthique marche beaucoup par principe-valeur. Donc, un peu comme personne, savoir c'est quoi les valeurs qui sont importantes pour soi, au niveau de la communauté aussi, puis certains principes directeurs. Puis effectivement, ça se déploie beaucoup dans l'expérience, le jugement, la sagesse pratique, là. On parle en éthique même. Puis, on a tous plus ou moins cette petite voix-là morale, éthique à l'intérieur de nous qu'on écoute plus ou moins. Il y a des gens qui sont plus sourds à l'écouter, des gens qui l'entendent beaucoup, très fort. Cette voix-là éthique qui va déclencher une réaction, des fois viscérale, des fois c'est plus un doute. Fait que ça, c'est la première étape, là. En fait, quand on voit une situation qui nous questionne, c'est de reconnaître qu'on a un malaise éthique. Après ça, c'est d'en parler avec des gens de confiance, puis ça peut être d'aller chercher des intervenants qui nous intéressent. Puis en recherche en éthique, on est beaucoup aussi dans aller chercher puis théoriser ces modèles-là de valeurs puis de principes qui sont mis en relation. Puis la bioéthique est beaucoup en idée de prévoir aussi ce qui va arriver pour essayer de mettre des guides, mais il y a quand même cette idée-là d'aller être en interaction avec ceux qui vivent la situation, là. C'est pour ça l'intérêt d'aujourd'hui aussi, là, que je vous présente tout ça, parce que moi, je ne suis pas ingénieur, je n'en développe pas des robots, là. Fait que moi, je suis auprès des patients, je fais des soins, je peux voir certains enjeux éthiques, mais c'est d'être avec ceux qui sont en train de faire les choses, des acteurs de certaines situations. Donc, j'aurais tendance à dire pour la situation précise de gens qui tombent amoureux ou qui, en tout cas, qui développent des relations avec des robots, c'est de mettre ces gens-là dans d'interpeller ces gens-là, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, puis de les reconnaître, ceux qui sont proches, ceux qui ont développé les applications, ils ont mis quelque chose qui fait que ça favorise. On est
Il y a beaucoup ce débat-là, puis en neurosciences, vous le savez probablement, mais il y a beaucoup ce débat-là du libre arbitre, là. À quel point l'environnement nous conditionne. Donc, est-ce que c'est l'application, c'est la façon que c'est créé? Ça fait qu'on devient dépendant, comme une drogue, finalement, ou toute autre substance qui augmenterait la dopamine, ou il y a une partie quand même de libre arbitre sur laquelle il faut travailler, puis amener les gens à réfléchir. Puis moi, je suis peut-être un peu entre les deux, justement. Là. J'ai quand même, je vous dis, croire en libre arbitre, là, parce que ça n'a jamais été prouvé comme tel, mais je pense qu'il y a quand même un élément de libre arbitre quand on parle de dignité humaine qui doit être respecté. Donc, ça pour dire qu'il faut mettre les gens dans l'action, leur demander qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour que ça arrive, puis demander au programmateur qu'est-ce que vous avez fait pour que ça arrive. Puis tout ça dans une approche d'ouverture, parce qu'effectivement, on peut vite tomber dans l'éthique quand on est heurté à c'est de ta faute, c'est chercher un coupable. Et moi, j'adopte quand même pas mal la perspective du CAIR de dire on est une gang d'êtres humains qui essaie de faire quelque chose. Il n'y a jamais nécessairement des gens qui sont nécessairement très mal intentionnés, ça peut arriver, mais en général, d'être assez dans le CAIR, puis de mettre les gens ensemble puis discuter. De là, les approches qualitatives aussi que je mets de l'avant, qui nous parlent beaucoup là, en éthique, surtout en éthique du CAIR, de poser des questions, comprendre, modifier les choses qui font créer plus de problèmes finalement que de solutions. Sur ces belles réflexions, moi, je pense que ça fait une magnifique conclusion. Alors, je te remercie. Aidez-moi à remercier et féliciter Félix pour la belle présentation. Un grand bravo. Un grand merci.